Bienvenue sur Prenons un café, le podcast qui parle des sujets de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je suis Élise Bulté et chaque mardi, je reçois un ou une humaine concernée de près ou de loin par la parentalité. Nous échangeons sur des sujets souvent éloignés des contes de fées, mais toujours passionnants et criants de vérité. Cette saison, je te propose aussi un épisode bonus chaque vendredi. Il sera composé soit d'une parole d'expert sur le sujet abordé le mardi, soit d'un épisode solo un peu drôle pour dédramatiser certains sujets de parentalité. Aujourd'hui, je te propose le replay d'un épisode enregistré en juin 2020. Je recevais Bettina, la créatrice du compte Instagram « Je ne veux pas d'enfant ». Et voici ce que je disais de son épisode. Tu pensais être seule à galérer ? Mets tes écouteurs et prenons un café. Qui a dit qu'il fallait absolument avoir des enfants pour passer sur Prenons un café ? Certainement pas moi. Quand on parle de parentalité, on a tendance à penser que cela ne concerne que les personnes qui ont des enfants. Mais ce n'est pas le cas. Les personnes qui n'ont pas d'enfants, parce qu'elles ne désirent pas en avoir ou parce qu'elles tardent à y parvenir, sont également confrontées aux questions de parentalité. Notamment avec le fameux « Alors, c'est pour quand ?» Question posée dès lors que nous sommes en couple depuis quelque temps ou qu'on approche la trentaine. Mon invitée du jour s'appelle Bettina. Elle a 28 ans, elle est mariée et elle ne veut pas d'enfants. De ce choix, elle en a fait un livre, puis un compte Instagram sur lequel elle dénonce la pression sociale derrière la question du désir de ne pas avoir d'enfants. Chaque femme est libre de choisir ou non d'avoir des enfants, mais toutes les femmes ne savent pas qu'elles ont ce choix. La faute à l'idée que le bonheur passe forcément par la parentalité. Eh bien non, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Il existe des milliards de façons d'être heureux. Dans cet épisode, nous revenons sur les raisons pour lesquelles Bettina ne veut pas d'enfants, mais aussi sur les raisons pour lesquelles elle le revendique. On parle également de féminisme, de cycle menstruel, d'éducation, bref, tout un programme. Attention, nous abordons aussi le sujet des infanticides qui peut choquer les plus sensibles d'entre vous. Je préfère prévenir. Je n'en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Bettina. Bonne écoute. Salut Bettina. Salut Élise. Bienvenue sur Prenons un café. Je suis super contente qu'on ait enfin l'occasion de se parler parce que ça fait des mois qu'on en parle finalement. Oui. Et je suis contente de te voir en vrai, en face de moi, à Lille. On va commencer par une petite présentation. Est-ce que tu peux nous parler de toi un petit peu, nous dire qui tu es ? Très bien, avec plaisir. Ouais, merci beaucoup pour l'invitation. C'est vrai que ça fait un petit bout de temps qu'on discute. Ouais. Du coup, je m'appelle Bettina, j'ai 28 ans, je vais avoir 29 ans cette année. Et du coup, je suis française, mais j'habite en Belgique maintenant. Et je travaille en tant que freelance, je fais plein de trucs différents en ce moment, je teste des choses. C'est cool. Ouais, c'est trop bien, j'expérimente en gros. Ouais. Je suis en freelance depuis 3-4 mois, mais ça découle de plusieurs envies, notamment de l'année dernière, j'ai commencé à écrire un premier essai. Ouais. Donc, je pense, on va parler un petit peu après et tout. Et du coup, j'ai envie de me lancer dans l'entrepreneuriat, tout ça. Donc là, j'ai écrit un deuxième essai cette année, donc je suis en pleine écriture et j'ai lancé aussi un projet de box à destination des femmes pour déconstruire pas mal de notions autour du féminin et des féminités pour apprendre à déconstruire les normes autour des injonctions faites aux femmes. Donc c'est un peu mon cheval de bataille depuis 1 an et demi, 2 ans. C'est chouette. Ouais, et du coup c'est ce que je fais maintenant à temps plein, en tout cas j'essaye. Ouais. Elles sont déjà lancées ces box ou c'est en cours de projet. Ouais, alors ça a été lancé, j'ai fait une première campagne de financement participatif sur Ulule en mois de mars. Ouais. Donc c'était pour la première box qui a été envoyée au mois de mai. Et là, je suis en train de faire la prévente de la deuxième box. Donc cool. C'est en cours. C'est chouette. Ouais. Tu nous donnes un exemple de ce qu'on trouve dans ta box. Tant qu'on y est, autant faire un petit peu de promo. Carrément. Alors la première box parlait du clitoris. Ouais. Donc, parce que le but, c'est vraiment de trouver des thèmes très forts qui sont souvent tabous, ou en tout cas où certaines femmes ont un manque de connaissances parce qu'on ne parle pas de ces choses-là, parce que c'est mal vu, etc. Donc il y a toujours un livre, un objet de décoration, mais qui est engagé en gros en général pour promouvoir des créatrices féminines aussi, un objet bien-être et un objet à porter sur soi. Voilà. Cool. Ah, c'est chouette. Ouais. C'est chouette. Et du coup, ça, faut te suivre sur Instagram, j'imagine. Oui, je fais une petite transition. Ouais. Parce que tu es sur Instagram et c'est ce qui nous a amené à discuter aujourd'hui. Tu as un compte Instagram qui s'appelle Je ne veux pas d'enfants. Tout à fait. Il n'y a vraiment pas plus explicite comme nom de compte Instagram. Tu l'as créé quand, ce compte-là ? Alors, je l'ai créé en avril 2019. Ouais. Et pourquoi tu as eu besoin de créer ce compte-là ?
Alors, je l'ai créé en fait parce que donc octobre 2018 à avril 2019, justement, j'ai rédigé mon premier essai qui s'appelle « Je ne veux pas d'enfant » pour faire original. Mais vraiment, hein, c'est plein de mystères ces titres. Mais que veut-elle dire? Je ne sais pas du tout de quoi on va parler aujourd'hui dans cet épisode. Et c'est vrai que du coup, j'ai fini l'écriture, j'ai discuté avec une maison d'édition. Et je me suis dit, j'ai pas envie de m'arrêter là parce que déjà, pour trouver le livre, il faut quand même s'intéresser à ce thème. Ouais. Et j'aime bien les réseaux sociaux et j'aime bien Instagram. Donc je me suis dit, je vais lancer ce compte-là pour parler un peu de toutes les raisons pour lesquelles je veux pas d'enfant, etc. Et de fil en aiguille, il y a eu plein de témoignages, tout ça. Donc maintenant, j'alimente le compte tous les jours, je crois. Ouais. Et c'est devenu une vraie plateforme d'échange sur plein de sujets. Pas seulement sur le désir ou pas d'avoir un enfant, mais vraiment d'échanger avec des parents, des non-parents, etc. sur les injonctions à la maternité faites encore en 2020, quoi, en gros. Ouais. C'est un peu Parce ça. que là, t'as quand même pas mal d'abonnés, finalement. Ouais, c'est cool, ouais. Au début, c'était très niche, on va dire, parce que c'était que des gens qui recherchaient des choses sur le non-désir d'enfant, on va dire, mais je reviendrai peut-être sur la formulation non-désir d'enfant, parce que je suis plus trop d'accord avec ça, alors que c'est ce que je revendiquais l'année dernière. D'accord. Mais maintenant, il y a plein de parents aussi, et c'est vraiment cool, parce que déjà, c'est bienveillant, j'ai pas trop de trolls, je ne sais quoi. Donc t'en as eu quand même. Un petit peu, ouais. normal. Non, franchement, c'est hyper bienveillant, il y a beaucoup d'échanges, et comme je partage des témoignages aussi, ça crée une communauté de gens qui se disent, en fait, je suis pas tout seul, je suis pas toute seule. J'ai plein de situations qui peuvent faire écho à d'autres situations, etc. Enfin, c'est très très riche et du coup c'est très diversifié sur les thèmes que je traite, du coup c'est bien. Ouais, et puis en fait il y a pas de sexe, enfin je veux dire c'est pas d'un côté les gens qui veulent des enfants et d'un côté les gens qui n'en veulent pas, enfin ça reste l'humanité et des gens qui peuvent aussi comprendre les choix des uns et les choix des autres, et c'est vachement cool de les mettre en avant. Une petite question, tu es en couple? Oui. Avec un homme? Tout à fait. Comment ça se passe? Ça se passe bien. Pas dans votre couple, mais je veux dire dans l'injonction. Ça fait longtemps que vous êtes ensemble? Alors ça fait un peu plus de 3 ans maintenant. Ouais. Et on s'est rencontrés quand... alors déjà pour la petite histoire, parce que c'est intéressant, c'est important quand même. On s'est rencontrés sur Tinder, je n'ai pas honte de le dire. Tu sais, moi j'ai rencontré mon mec sur Adopte un mec. C'est vrai? Ouais. Bah ouais. Parce qu'il y a plein de gens qui disent ouais mais tu peux jamais rencontrer des gens sérieux. Mais bien sûr que si. Il suffit de bien chercher. Voilà. Et du coup on s'est rencontrés il y a 3 ans et demi en Thaïlande, parce qu'on habitait tous les deux là-bas, et on s'est mariés il y a un peu plus d'un an maintenant, le 14 février, c'est original. Oh, c'est trop mignon, c'est si romantique. Ah oui, c'est beau. Et en fait, c'est vrai que la question du non-désir d'enfant, du coup, enfin en tout cas de pas vouloir d'enfant, ça a été un sujet, je crois, dès la 3e semaine. Ah ouais. On était en couple, ouais. Et en fait, ça s'est fait très vite parce que moi, je ne prenais aucune contraception. D'accord. Et lui non plus, a priori. Oui. Et du coup, c'est venu sur le tapis, forcément, un moment. Et il m'a dit, écoute, en fait, j'ai toujours eu plus ou moins envie de faire une vasectomie. Qu'est-ce que t'en penses, en fait? Il m'a dit, qu'est-ce que t'en penses? J'ai dit, moi, je veux pas d'enfant, donc voilà. Et c'est là que tu lui as dit, épouse-moi, c'est voilà. Clairement. J'ai dit, bon, mon Dieu. Non, mais c'est vrai que ça s'est fait hyper naturellement et on a de la chance de s'être trouvés parce que je pense que c'est pas évident... vu que c'est quand même un choix qui est pas forcément le plus étendu, du coup on s'est trouvé là-dessus et au bout d'un mois je crois il a fait une vasectomie et du coup ça est devenu un non-sujet chez nous quoi, parce que c'est un super engagement, enfin je trouve que c'est un engagement qui en dit gros. Après bien sûr le fait de pas vouloir d'enfant c'est pas forcément en rapport avec la personne avec qui tu es, tout à fait, mais déjà de se dire au bout d'un mois allez let's go, on y va. C'est vraiment chouette. C'est vrai que c'est important ce que tu dis, c'est qu'il l'a pas fait pour moi. Ouais. Et c'est juste que lui, déjà il est un peu avant-gardiste et je trouve ça cool. Parce qu'en gros, quand je lui ai dit je prends pas de contraception, il m'a dit moi je trouve que c'est pas forcément à la femme de gérer la contraception. Et je lui ai expliqué tout mon parcours avec la pilule, les stérilés, les implants, j'ai tout testé. Et il y a rien qui marchait vraiment sur le long terme qui me convenait. Donc il m'a dit j'ai envie de prendre cette part de responsabilité. Et effectivement, c'est pas lié qu'à moi. C'est-à-dire que de base, il voulait le faire, il a jamais eu envie d'avoir des enfants et moi non plus, mais moi j'avais jamais pensé à me faire stériliser par exemple, parce que c'était pas très connu et parce que je sais pas, parce qu'on n'est pas informé. J'ai l'impression aussi que je pense que on va pas dire qu'on en reparlera, on va en parler maintenant. Je pense que c'est plus facile pour un homme de faire une vasectomie que pour une femme de faire c'est la ligature des trompes.
parce que il faut un accord pour les femmes et c'est pas nécessaire pour les hommes, si j'ai bien compris, si j'ai bien fait mes recherches, c'est ça? C'est ça, et en fait, déjà, juste sur l'opération en tant que telle, c'est la vasectomie, c'est 10 minutes. Ouais. C'est une toute petite incision, ça prend vraiment littéralement 10 minutes, ça fait pas mal, il n'y a pas d'effet secondaire. Alors que pour la ligature, c'est quand même une chirurgie, une anesthésie générale, pardon. Et déjà, c'est quand même plus invasif. Plus invasif, ouais. Et en plus de ça, c'est horrible, vrai que... j'ai un parallèle avec les chats parce que... Non mais oui. Non mais... Mon chat est un mâle, ça a été hyper rapide. Mais grave, pareil. Et les femelles, c'est l'enfer. Voilà. Ouais. Parce que c'est interne et que du coup, forcément, c'est pas la même chose. Et du coup, et comme tu disais, en plus, je pense que les femmes, il y a beaucoup plus de médecins qui sont réticents parce qu'on a l'organe qui permet de porter l'enfant. Et du coup, pour un homme, en plus de ça, il y a des très bons taux pour faire l'opération inverse, qui est la vasostomie. Qui marche donc c'est pas définitif bien. La vasectomie. Alors les médecins ils préfèrent dire que c'est irréversible parce qu'ils veulent pas qu'on se retourne contre eux si jamais ça marche pas. Mais dans les faits, et il y a un très bon reportage qui est sorti sur Arte la semaine dernière, là-dessus d'ailleurs, qui montre qu'en fait dans 50 à 70% des cas ça peut marcher quand tu fais l'opération inverse. Ok. Alors que pour les femmes, c'est définitif. Alors c'est pareil, tu peux faire, tu peux aussi. Tu peux reconnecter les trompes justement, mais pareil, je pense que là les taux c'est peut-être moins de 50%. Je veux pas dire de bêtises donc je suis vraiment pas sûre, mais c'est moins. Et en plus de ça, c'est encore une fois plus invasif quoi. Ouais, donc, c'est ça, c'est de nouveau une chirurgie et tout ça. Ok. Et quand tu vas voir un gynéco pour te faire ligaturer les trompes, il y a un délai de réflexion. Ouais, c'est 4 mois. Est-ce que c'est le même pour les hommes? Il y a aussi un délai? Oui. Alors, mon mari l'a fait en Thaïlande, donc c'était vraiment pas la même législation. Mais par contre, c'est un délai obligatoire de 4 mois. Sauf que moi, j'ai eu plein de témoignages sur le compte Instagram, justement, de femmes qui sont en process pour se faire ligaturer les trompes. Et parfois, les médecins mentent. Donc, ils leur disent c'est pas 4 mois, c'est 6 mois, voire 1 an. Qui leur disent il faut absolument l'aval d'un psychologue qui doit signer un papier, alors que ça c'est pas dans la loi, c'est pas vrai, mais qui vraiment diffuse des informations un peu étranges pour décourager en fait. Et c'est vrai que mais c'est horrible parce que en fait ça te renvoie dans une non-normalité en fait. Ça te renvoie à une différence alors qu'il n'y a pas de différence, c'est juste un choix de vie. C'est ça, finalement. C'est juste, moi je comprends que ça choque, clairement, je trouve ça, je vais pas dire que je trouve ça normal, mais j'entends que les gens trouvent ça un peu bizarre, mais après, à partir du moment où c'est ton choix, en plus quand tu fais ça, tu signes une décharge, c'est-à-dire tu signes un papier en disant j'ai réfléchi pendant 4 mois, je veux faire cette opération, donc aucun patient ne peut se retourner contre le médecin qui fait l'opération. Donc, Puis 4 mois, ça veut dire quoi? Pourquoi 4 mois? Je sais pas. On juge peut-être qu'au moins t'as le temps de te poser les milliards de questions et peut-être de regretter du coup de pas le faire, je sais pas. Je sais pas. 4 mois, c'est étrange, je trouve ça... Ouais, c'est bizarre. Ouais, c'est bizarre. Pourquoi? À quel moment t'as ressenti le besoin de revendiquer? Parce que tu vois, il y a une différence entre ne pas vouloir d'enfant et revendiquer le fait de pas en vouloir. À quel moment ça a basculé dans le sens revendication? Ouais. Comme tu dis, c'est vrai que moi pendant très longtemps c'était un choix, un non-choix. Je vais quand même faire la petite parenthèse maintenant parce que c'est intéressant. C'est qu'il y a beaucoup de personnes qui disent donc c'est un non-désir d'enfant. Moi je suis plus trop d'accord avec ça. C'est un vrai désir de pas être parent. Et en plus de ça, donc pour certaines personnes c'est un vrai désir et pour d'autres c'est un non-choix. Je pense que c'est comme une envie viscérale d'être parent. Il y a des gens, ils ressentent juste l'envie de pas l'être et tu le décides pas vraiment quoi. C'est un peu comme plein de trucs, la sexualité, etc. Il y a des personnes juste, elles ressentent rien dans leur trip qui leur fait donner envie d'être parent. Et moi, ça a toujours été quelque chose que j'ai dit très librement, depuis, je sais pas, que j'ai 15 ans, je crois. J'ai toujours dit à mes copines, moi, j'aurais pas d'enfant, etc. Voilà. Mais ça restait quelque chose de personnel. J'en faisais pas un cheval de bataille. Qu'est-ce que t'avais comme retour à 15 ans quand tu disais, je veux pas d'enfant? Alors, franchement, je suis assez surprise maintenant avec le recul parce que rien de négatif. On t'a jamais dit, tu changeras d'avis, t'es un peu jeune pour prendre ta décision? Pas du tout. Mais en fait, je pense que... Alors, à l'époque, j'en parlais pas à mes parents. Pas trop, quand même. On en a peut-être vaguement discuté un moment, mais je suis même pas sûre. En tout cas, j'ai pas trop de souvenirs. Mais maintenant, j'ai bientôt 30 ans et j'ai aucun de mes amis proches qui a des enfants. Donc, je pense qu'on était aussi dans un cadre où... Voilà, on n'était pas spécialement attirés par la maternité, en tout cas pas très tôt, ce qui expliquerait du coup que personne ait trouvé ça bizarre. Oui, puis aujourd'hui, de toute façon, la moyenne d'âge des enfants, des personnes qui deviennent parents, c'est autour de 30 ans finalement. C'est ça, complètement. Mais c'est vrai que là où ça a vraiment switché, où je me suis dit, il faut vraiment que j'en parle parce que
je suis un peu des personnes qui se revendiquent grande gueule, ou en tout cas qu'on qualifie comme telles, ce qui me va bien, hein, je trouve que c'est pas négatif, je veux dire. Mais c'est vraiment quand je me suis mariée, et en tout cas quand j'ai commencé à dire aux gens, ben là je suis en couple avec quelqu'un avec qui a priori on va rester en couple un certain temps, je veux dire. Et là, c'est pas du tout mon entourage proche qui a eu une réaction étonnante. C'est vraiment des gens que je connais pas très bien. Tu sais, au détour d'une conversation, enfin, c'est quelque chose de tellement public, la maternité, la parentalité, on va dire, que dès que tu rencontres quelqu'un, t'es en couple, t'as des enfants. Bah surtout si tu te maries. Enfin, j'ai l'impression que le mariage, c'est l'acte ultime avant de devenir parent. Exactement. C'est genre, tu te maries, 9 mois après, t'es censé avoir un enfant, sinon c'est pas normal. C'est ça. Et c'est vraiment là où je me suis dit, ah oui, donc là, je me suis mariée, donc la société attend de moi que je sois mère. Et on t'offre quoi quand tu te maries? Le livret de famille. Enfin, oui, tu vois, voilà, c'est ça. Enfin, exactement. Tu te maries, t'as un livret de famille. Avec les 10 pages pour... Je sais pas combien il y en a. Enfin, il me semble qu'il y en a 10. C'est con parce que j'en ai un, mais je ne sais pas combien il y en a. Ouais, je crois qu'il y en a pas mal hein, quand même. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi petite faire. Équipe de foot. C'est ça. Mais ouais, enfin, c'est vrai que à partir du moment où tu te maries, c'est censé être pour pouvoir créer une famille. Enfin, c'est ça. Et c'est vrai que du coup, à partir de là, je me suis dit... Encore une fois, j'ai de la chance, même si je devrais pas dire que c'est une chance, parce qu'on devrait pas entendre des choses pareilles, mais de mon entourage proche, pas trop de réactions virulentes. Mais on m'a quand même dit une fois qu'il fallait que j'aille voir un psychologue, parce que ça voulait dire que j'avais un traumatisme d'enfance non résolu, que j'étais égoïste, que j'étais pas normale, que j'allais mourir seule, enfin plein de trucs que les gens se permettent de te dire. Parce qu'encore une fois, la parentalité, c'est un sujet public que tout le monde... Comme quand t'es enceinte, j'imagine que... à partir du moment où tu tombes enceinte, c'est ce que j'ai un truc que je dis depuis très longtemps, tu tombes dans le domaine public. C'est ça, complètement. Tout le monde peut te toucher, tout le monde peut te donner son avis. Je trouve ça fou, quoi. Mais ouais. Je comprends pas, quoi. Bah, moi, il y a des gens qui se sont permis pendant ma grossesse de faire des choses. J'étais enceinte de 7 mois, donc un beau ventre déjà. J'imagine. Mais à 7 mois, clairement, je savais bien que je n'étais pas prête d'accoucher, vu qu'une grossesse dure 9 mois en théorie. Et je vois quelqu'un que je connais, qui est dans mon entourage depuis toujours, et qui vient à côté de moi sans me prévenir et qui me met la main au niveau du pubis, tu sais. Non. Si. qui fait, juste pour vérifier. Ah oui, non, c'est pas pour maintenant, ton ventre il est bien assez haut. Je dis bah merci en fait, juste à quoi ça sert de me mettre la main au niveau de mon pubis pour me dire ça? Je suis à 7 mois de grossesse, je sais bien que c'est pas pour maintenant. Et puis en fait, juste je ressens. Crois-moi quand je te dis que c'est pas pour maintenant, parce qu'on discutait de ça, de oh non, je sens que ça va pas arriver plus tôt, enfin bref, je disais ça. Bah juste. Oui, crois-moi. Et au-delà de ça, juste demande-moi. C'est mon corps, en fait. Et c'est ces genres de choses où tu tombes dans le domaine public à partir du moment où t'es enceinte. Mais finalement, pas que quand t'es enceinte, parce que après c'est la même chose. Quand t'as ton bébé, si tu le tiens pas de la bonne façon dans la rue, t'auras toujours quelqu'un qui va dire ah mais... Ou juste des regards qui... t'as bien compris ce que les gens voulaient dire derrière, quoi. C'est affreux, quoi. Bah, sur l'allaitement, sur plein de trucs. L'allaitement, les biberons, enfin surtout tous les sujets qui ont attrait à la parentalité sont sujets à discussion. C'est ça. Et même le fait de pas vouloir d'enfant. Ouais, complètement. Et c'est vrai que du coup, je me suis dit à un moment, moi j'aime bien, enfin à partir du moment où j'ai certaines convictions, j'aime bien les revendiquer, même si je pensais pas que c'était nécessaire en fait. Parce que c'est vrai que quand tu penses certaines choses, ça te paraît tellement logique vu que tu le penses depuis 15 ans, tu te dis c'est naturel pour moi et c'est ok quoi. Et là je me suis dit on va essayer, tu vois. Et en fait de fil en aiguille, j'ai mis en forme toutes les phrases déjà que j'avais entendues sur le fait que je voulais pas d'enfant. Et après j'ai commencé à écrire sur... les raisons pour lesquelles je voulais pas d'enfant, et au final ça fait un petit essai que j'ai publié l'année dernière, tu vois. Et je me suis dit le compte Instagram, je pense que c'est bien parce que ça permet d'échanger, et au début je l'ai fait pour moi, comme je pense plein de gens se mettent sur Instagram pour dénoncer ou en tout cas parler de sujets publics, on va dire. Et au final je me suis rendu compte que j'étais pas toute seule déjà, et qu'on était plein à ressentir, enfin en tout cas avoir subi vraiment des réactions hyper violentes. Et qu'en parler, ça permettait de mettre le doigt sur une problématique qui est, on est encore vu en 2020, les femmes, grosso modo, comme des futures mères, et que se soustraire à ça, c'est pas trop admis encore, quoi. Et je me suis dit, ça vaut le coup, quand même. Ça vaut le coup de parler, se battre pour ça. Tu disais que dans ton livre, tu évoques les raisons pour lesquelles tu veux pas d'enfant. Est-ce que tu peux nous en donner quelques-unes? Oui, bien sûr. Alors la première, c'est celle que je mets vraiment le plus en avant, c'est juste que, comme je disais tout à l'heure, j'en ressens ni l'envie ni le besoin. Et en fait, je pense que à la limite, ça devrait être la seule. Et je sais que moi, je suis tombée dans mon propre travers en me justifiant, parce que du coup, j'ai donné toutes les raisons, comme si c'était nécessaire, alors qu'en fait, comme les parents ne se justifient pas d'avoir des enfants, je devrais pas me justifier, mais je le fais quand même parce que je sais que ça amène des réflexions et que c'est intéressant. Mais voilà, la première, c'est vraiment juste, j'ai pas envie, enfin, je ressens rien en moi de maternant,
Et je pense que en plus de ça, tu vois, souvent, quand tu dis ouais, je suis pas quelqu'un de maternelle, les gens pensent que t'es forcément hyper carriériste ou que t'es un bourreau de travail, etc. Moi, il y a rien de tout ça. Les gens, voilà, t'aimes pas les gens. Ouais, c'est vraiment la working girl. Alors moi, j'ai rien de tout ça. Juste, je me reconnais pas là-dedans et ça veut pas dire que je vais pallier avec autre chose, quoi, avec mon travail ou quoi que ce soit. C'est juste que bon, bah, comme il y a des personnes qui ressentent telle envie d'avoir des enfants à un certain moment, moi non. Et après, il y a d'autres problématiques pour moi qui sont notamment le côté écologique, qui est aussi en grande partie une des revendications que je porte. C'est quelque chose qu'on entend de plus en plus d'ailleurs, ce côté de personnes qui veulent pas d'enfants, c'est juste ça. Qui elles, par contre, mettent en première raison le fait, la raison écologique. Et là, je pense que, enfin, moi j'ai remarqué que les personnes qui avaient cette revendication en haut du tableau, c'est souvent des personnes assez jeunes, en tout cas qui sont les millennials, on va dire quoi, parce que je pense que là pour le coup c'est hyper générationnel et c'est lié à des problématiques extérieures qu'on peut pas nier. Et je comprends en fait quand tu vois, je sais pas, tu regardes les news tous les jours, c'est hyper anxiogène. Et du coup, j'entends totalement que ce soit une raison à part entière. Moi, c'est pas le cas, mais c'en est une. Parce qu'au-delà de dire moi je veux pas d'enfants pour des raisons écologiques, je pense que, encore une fois, je suis pas antinataliste. Je pense qu'on a le droit de faire des enfants, c'est pas ça le problème. Mais je pense qu'il faut le réfléchir et que effectivement, il y a des vraies problématiques et que l'être humain est malheureusement la source de 100% d'entre elles. Et que du coup, c'est pas un problème qu'il n'y ait pas assez de place sur Terre. Enfin, je veux dire, a priori, on aurait assez de place pour accueillir 12 milliards d'êtres humains. Le problème, c'est que notre style de vie à l'heure actuelle, en tant qu'occidental, il est pas le bon. Et que moi, je considère que changer 8 milliards, tous les occidentaux, c'est très difficile. Plutôt que de se dire, on peut peut-être freiner un peu ça. Et en tout cas, moi, j'ai pas assez confiance en l'avenir pour mettre au monde un être humain, quoi. En gros, c'est ça. Et après, il y a aussi une revendication féministe un peu. C'est-à-dire que, alors, là, dans le féminisme, on va dire, il y a un petit peu deux écoles, tu vois. C'est des personnes qui vont considérer, après Simone de Beauvoir, qui était la première à dire, la maternité, c'est l'aliénation totale des femmes. Moi, je suis pas d'accord, mais ça peut l'être. Et je pense que là, c'est important, du coup, de prendre du recul sur pourquoi on fait un enfant, comment on se place en tant que femme quand on devient mère aussi. Et c'est vrai que moi, je me rends compte que malheureusement, quand un bébé arrive dans le foyer, souvent, les tâches ménagères sont encore plus... Voilà. Mais j'ai une grosse théorie, moi, sur ça. Ah ouais oui, la raison, et j'en parle, je ne sais plus dans quel épisode, où j'en parle très souvent de toute façon, c'est que c'est la société patriarcale qui veut ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les papas sont obligés de retourner au travail très rapidement. Complètement. Donc du coup, c'est la maman qui reste au foyer et qui doit gérer tout ça. Et c'est de là, en fait. Et pour... moi, mon combat féministe, c'est... Et d'ailleurs, quand j'en parle, parce que j'avais fait des posts, genre pour le 8 mars, ou ce genre de choses, où je parlais justement de ce congé paternité qui devrait être augmenté et donné à tous les papas pour justement défendre une cause féministe. Et je m'étais fait lyncher un petit peu sur ça parce qu'en fait, je dis non mais t'as rien compris, on parle de défendre les femmes et toi tu veux donner des vacances aux hommes. Alors si tu penses ça, c'est que toi t'as rien compris déjà de base en fait. C'est clair. Pour que les femmes aient une liberté à l'extérieur, il faut que les hommes puissent revenir à l'intérieur en fait. Tout à c'est fait. donnant. Exactement. C'est pour ça que tu vois, là tu disais... tu citais Simone de Beauvoir avec l'aliénation des femmes quand on devient maman. Moi je suis pas d'accord avec ça parce qu'il y a une façon féministe d'être mère. Exactement. Et qui n'a rien à voir avec le fait d'avoir des enfants ou pas en fait finalement. C'est ça. Tout à fait. C'est pour ça que moi cette phrase je me dédouane totalement de ce genre de pensée parce que je suis pas d'accord non plus. Par contre, là où je te rejoins à 100%, c'est que effectivement une des grandes avancées qu'on pourrait faire, c'est d'avoir un congé maternelle et paternelle qui soit égale et qui soit obligatoire pour les deux, comme ça se fait en Suède notamment. Il y a plein de pays qui le font. Mais moi je voudrais que la Suède ce soit le monde entier. Oui voilà, ce serait pas mal, j'avoue. Non, ils ont des bonnes idées, on va pas se mentir. Mais c'est vrai que là-dessus ça paraît très logique parce que du coup il y aurait plus de discrimination à l'embauche, il y aurait plus de temps partiel autant pour les femmes, il y aurait plus juste de femmes qui se confrontent au plafond de verre parce que mais du coup vous allez partir en congé maternité. Je pense que les gens n'ont pas cette dimension politique du féminisme et de la maternité en fait liée à ça. Et pour moi c'est un projet politique à part entière, le féminisme, tu vois. Mais complètement. Mais je suis d'accord. Et c'est vrai que ça peut faire peur parfois aux gens quand tu parles de féminisme parce que quand tu évoques le mot féministe ou féminisme, dans la tête de certaines personnes, ils voient le côté les femmes prennent le pouvoir, elles veulent dominer le monde, alors qu'en fait c'est tellement pas ça. Il y a des penchants, mais c'est des penchants extrêmes, mais comme dans
dans toutes les causes, en fait, finalement. Dans toutes les causes, il y a des penchants extrêmes. Mais vraiment, à mon sens, la base du féminisme, c'est une égalité. Oui. Et du coup, c'est vrai que pour moi, ne pas vouloir d'enfant et le revendiquer, je me dis que le but, c'est pas de dire « Oh, si vous êtes maman, vous avez rien compris, vous êtes pas des vraies féministes. » Enfin, tu peux être féministe et être mère. Ça, c'est hyper important, je pense, de toujours le souligner. Parce que, comme tu dis, il y a plein de personnes qui ne comprennent pas les messages et c'est bien de remettre les bases. Il y a 50% à peu près d'hommes et 50% de femmes. Les mères élèvent 50% des hommes, des futurs hommes. Donc oui, c'est important d'être féministe en étant mère. Enfin, juste tout à fait, exactement. Ouais. Et du coup, c'est vrai que moi, j'ai un peu étendu mon champ d'action. Parce que comme au début, quand j'ai lancé le compte Instagram, effectivement, j'avais beaucoup de ressentiment parce que moi, c'était un peu nouveau les réactions virulentes qu'on avait à mon encontre et je m'y attendais tellement pas que j'avais besoin d'être un peu violente. Mais je pense que c'est comme dans chaque combat, quand tu découvres quelque chose, ça te paraît tellement fou que tu as envie de le crier sur tous les toits et d'être vachement vénère alors que tu te rends compte que c'est pas forcément le bon message. Tu vois pas forcément les nuances, tout ça. Maintenant, je les vois beaucoup plus et je suis contente d'avoir fait ce travail moi-même, d'être plus bienveillante, plus ouverte et tout. Et je me rends compte que, oui, mon propos, c'est plus de dire... On peut être féministe et en étant mère. Moi, je me revendique féministe et je pense que c'est pas une insulte, bien au contraire. Mais même si ça peut être vu comme tel. Et je ne suis pas mère parce que je veux ouvrir les yeux à des personnes qui ne sont pas au courant sur en fait tous les mécanismes de la société patriarcale, comme tu disais tout à l'heure, qui font que si tu fais pas attention, tu peux plonger là-dedans et devenir plus aliénée qu'une femme qui n'a pas d'enfant parce que t'es pas au courant en fait de comment ça fonctionne quoi. Et le congé paternité, c'est un gros sujet, clairement. Mais j'ai l'impression qu'en fait, à force d'y réfléchir, mais je vois pas d'autre façon non, clairement. De donner l'égalité, en fait. Il y a que ça. J'ai l'impression que ça va passer que par ça, en fait. Et en tout cas, ce serait un bon début, je pense, pour après découler sur d'autres problématiques. Mais ça, c'est du tangible, en plus. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui disent, oui, mais on parle des mots, les child free, blablabla, tout ça, qui est le terme, en gros, anglophone pour dire qu'on ne veut pas d'enfants. Il n'y a pas d'équivalent français. Mais ça peut être des conversations un peu bourgeoises, tu vois, de j'ai que ça à faire, de réfléchir à ma condition de femme et pourquoi je veux pas d'enfant. Mais je pense qu'il faut aussi des trucs concrets. Et clairement, moi, je suis pour le congé paternité, même si en soi, ça me regarde pas. Enfin, il y a des gens qui peuvent dire ça te regarde pas, mais si, ça me regarde. Bien sûr que si, ça te regarde parce qu'en fait, toi aussi, si demain tu n'es plus freelance et que tu postules, en fait, il y a un moment où parce qu'on ne demande pas aux femmes si elles veulent des enfants et si elles n'en veulent pas parce que c'est quelque chose qui ne se demande pas. Mais par contre, la plupart des recruteurs, la plupart des gens pensent que la femme qu'ils reçoivent aura des enfants et donc tu es concerné aussi par ça même si tu n'en veux pas en fait parce que clair. Demain peut-être que entre toi et un homme c'est l'homme qu'on choisira pour ces raisons-là. À compétences égales. Voilà. Alors que voilà. C'est pour ça que il y a pas mal de gens, quand tu dis que t'es féministe, qui disent « Mais je comprends pas contre quoi vous vous battez parce que l'égalité entre les sexes, elle est admise. » Alors, moi, je trouve qu'en théorie, oui. Parce qu'on clairement, maintenant, on peut tous ouvrir un compte en banque, avoir un travail, on peut tous voter. Oui, c'est con, mais quand même, ça paraissait tellement... ça paraît des combats qui sont plus trop légitimes parce qu'on a tout ce qu'on a revendiqué. Enfin, pas moi, mais que nos grands-mères et arrière-grand-mères ont revendiqué. Mais non, pour moi, maintenant, c'est beaucoup plus sournois. C'est-à-dire qu'il faut s'attaquer à déjouer des petits mécanismes qui sont tellement ancrés qu'on les voit même plus. Et pour moi, c'est ça, la société patriarcale. Et je me dis, je pense que ça fait du sens, en tant que non-maman, de me joindre aussi à ça et du coup d'englober des problématiques qui sont liées à la maternité sur mon compte Instagram parce que j'ai pas envie qu'il y ait une espèce de truc sectaire qui se mette en place ou de communautarisme en disant il y a les child free d'un côté et les parents de l'autre. Non, c'est pas ça, tu vois. Non. C'est un combat qu'on doit mener ensemble juste pour démanteler tout ça dans nos esprits et pour après agir en conséquence. Carrément. Je pense. Carrément. Tout à l'heure, tu parlais de tes parents. Comment eux, ils ont réagi? Parce que je sais que parfois la famille peut être pression sur ça. Comment ils ont réagi quand tu leur as dit que tu voulais pas d'enfant? Alors, plutôt bien. Ils m'ont dit que c'était mon choix, qu'ils n'avaient pas interféré dessus. Je pense qu'il y a quand même un moment, ils ont un peu dû avaler la pilule, tu vois, de se dire, on sera pas grands-parents. Mais ils l'ont pas vu d'une manière négative, c'est-à-dire, j'imagine que comme à peu près tout le monde, ils se sont imaginés un jour qu'ils seraient grands-parents. Parce que comme tu disais tout à l'heure, c'est tellement un non-sujet, tout le monde admet et tout le monde est persuadé que toutes les femmes veulent des enfants, que je pense qu'ils y avaient jamais pensé. Mais je pense que mon style de vie et mon caractère les avaient préparés à ça d'une certaine manière, parce que le fait de déménager tous les 2 ans à l'autre bout du monde, en Asie, en Amérique latine, tout ça,
Ils savent que je suis quelqu'un de très spontanée, indépendante, et que d'une certaine manière, la maternité, c'est pas compatible avec mon style de vie non plus. Et du coup, ça les a pas choqués. Et en tout cas, ils se seraient jamais permis de me dire tu vas faire un enfant parce que nous, on veut être grands-parents, quoi. Ça... Ouais, mais dans beaucoup de familles, c'est comme ça, tu vois. Exactement. Cette pression de dire tu vas pas, enfin, tu peux pas me faire ça. Mais c'est horrible parce que enfin, tu fais pas des enfants pour faire plaisir à qui que ce soit. Complètement, ouais. C'est comme quand tu as un enfant et qu'on te dit et que tu veux pas de deuxième enfant, et qu'on te dit mais tu vas priver ton enfant d'un frère ou d'une sœur, tu peux pas lui faire ça. C'est horrible. Tu fais pas des enfants pour faire des cadeaux, c'est pas des objets. Ouais, c'est ça. Et surtout, c'est pas des objets et c'est pas ta propriété. Non. Donc, moi, quand il y a des personnes qui envoient des témoignages et qui disent mes parents veulent plus me parler ou m'ont dit tu me déçois ou ce genre de trucs, c'est hyper violent de dire tu me déçois parce que tu revendiques un choix. Ça me paraît tellement fou que j'arrive pas encore à très bien le concevoir, mais je pense que c'est aussi un autre truc que je revendique, c'est qu'il faut être conscient quand t'es parent que ton enfant n'est pas ta propriété, que le but c'est de l'épanouir au maximum, lui transmettre des valeurs, lui transmettre évidemment les choses en lesquelles tu crois, ça bien sûr, mais pas de vouloir contrôler sa vie ou alors sûr. D'être, on va dire, la suite de ce que t'as pas pu accomplir, ce genre de choses, ce qui est le cas de plein de parents. Oui, et c'est ça le truc, c'est que... Tu projettes beaucoup, ce que tu aurais aimé avoir d'ailleurs. Il y a beaucoup de parents qui disent je vais lui offrir tout ce que j'ai pas eu en fait. Et ça c'est dangereux. C'est clair. C'est vraiment dangereux parce que tu mets une pression parfois, mais même la plupart du temps inconsciente. Je pense, ouais. De toute façon, tu veux jamais faire de mal à tes enfants, c'est pas ça. C'est jamais conscient. N'empêche que ça arrive. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que ça me fait penser à un livre que j'ai acheté pour ma fille. Ouais. C'est un livre jeunesse qui s'appelle Mon amour. Je sais plus le nom de l'autrice. Enfin, il y a une autrice et une illustratrice. C'est chez Flammarion. Ouais. Ça s'appelle Mon amour et en fait c'est la façon positive de penser l'amour filial. Et en fait il y a une phrase dedans qui dit, la maman dit à son fils je t'aime parce que tu es mon enfant mais que tu ne seras jamais à moi. Tu vois, ça veut vraiment dire ce que tu dis en fait. Ouais, c'est ça en fait. C'est tu es à moi dans le sens t'es sorti de moi. Bien sûr. On dit que tu es mon enfant parce que c'est comme ça qu'on utilise avec un pronom possessif. Mais tu ne m'appartiens pas en fait. Complètement. Ouais, je pense que c'est hyper important d'avoir cette notion-là parce que, encore une fois, je repars sur tous les témoignages que j'ai reçus, mais il y a des personnes qui m'ont dit, du coup, j'ai cédé pour faire plaisir soit à mon conjoint, soit à ma famille, parce que j'ai pas la force en fait de me battre contre eux toute ma vie. Mais je pense que c'est la pire chose qui puisse arriver à quelqu'un, à une femme. À deux quelqu'un même. Ouais, à une femme comme à l'enfant. Exactement. C'est complètement. Ouais. C'est vraiment la pire chose qui puisse arriver à une femme, c'est de faire un enfant alors qu'elle l'a pas voulu et que du coup ça va gâcher sa vie. Enfin, je veux dire, c'est un mot qui est fort et il y a beaucoup de personnes qui l'entendent pas, mais un enfant, si tu le veux pas, il gâche ta vie. Enfin, faut quand même l'entendre. Et tu gâches la sienne. Et tu gâches la sienne parce que du coup, tu vas mettre tous tes ressentiments envers lui. Un enfant, je pense que c'est une éponge. Enfin, il doit comprendre tous les sentiments, même si c'est pas mettre des mots dessus, mais il entend les choses et je pense que faut vraiment faire attention à ce genre de discours parce que ça peut amener effectivement à des problématiques. Et c'est vrai que moi, parfois, je prends l'exemple, tu vois, des infanticides, des abandons d'enfants, ce genre de choses. Je pense que, honnêtement, j'en sais rien. Peut-être que j'affabule totalement, mais je me dis, c'est peut-être probable que ce sont des personnes qui, au fond d'elles, ne voulaient pas d'enfants, mais qui l'ont fait par pression sociale et qui se rendent compte que c'est pas pour elles et elles sont dans une espèce dans un coin, elle se dit je ne sais plus quoi faire, je peux pas m'échapper de cette situation parce que c'est une responsabilité à vie d'être parent. Toute ta vie, tu vas t'inquiéter pour tes enfants, tu vois. Sur les infanticides et les abandons, genre accouchement sous X, tout ça, il y a plusieurs choses. Il y a ce que tu dis et il y a aussi tout ce qui est déni de grossesse. Tu sais, quand tu apprends ta grossesse à une date où tu ne peux plus avorter. Bien sûr, parce que ça, c'est aussi... important, oui, ça arrive à plein de gens, je veux dire, et une fois que tu peux plus avorter, tu peux plus avorter, c'est comme ça. C'est ça. Et ouais, non, mais je suis d'accord avec toi sur le fait de, si tout le monde pouvait être parent, si tout le monde était capable d'être parent, il y aurait pas tout ça, voilà, en fait. Ouais, c'est là où je vois tout à fait. Tu résumes très bien. Moi, je dis des trucs et toi, tu dis les bons résumés. C'est parfait. Symbiose, je te dis, c'est beau.
Et non, mais c'est vrai. Mais parce que voilà, on pense toujours que c'est horrible de voir un parent tuer son enfant. Parce que souvent on le regarde avec son prisme à soi. Bien sûr, ouais. De parents qui a par exemple désiré très fort son enfant et qui l'aime plus que tout. Là tu dis mais pourquoi et comment tu peux faire ça? Mais quand tu le mets sur le prisme de quelqu'un qui a jamais voulu d'enfant et à qui c'est arrivé sans l'avoir choisi, et que tu replaces dans le contexte de tu regardes ta parentalité à toi et tu vois et tu sais comme c'est dur. C'est merveilleux mais c'est aussi dur et ça faut pas l'oublier. Et de voir que la personne qui fait ça, et j'excuse pas, je condamne, voilà, mais la personne qui vit ça, elle voit pas les côtés merveilleux en fait, non. parce que c'est pas merveilleux pour elle en fait. Ouais, tout à fait. Elle voit que les côtés difficiles, donc c'est vraiment, tu peux pas. Mais c'est vrai que moi, d'un point de vue plus général, tu vois, au-delà de revendiquer le fait de pas vouloir être mère et d'essayer de lever des tabous parce qu'ils sont encore hyper présents aujourd'hui, c'est vraiment un truc plus global de juste d'ouvrir la parole et d'ouvrir les possibilités face à une omerta qu'il y a eu sur la maternité, tu vois. Et comme tu dis, je pense qu'il y a plein de trucs où il n'y avait pas de transmission avant un certain temps des mamans qui disaient je vais t'expliquer comment mon accouchement s'est passé pour que tu puisses choisir vraiment, tu puisses savoir ce qui t'attend. On parlait pas de devoir mettre des couches pendant on n'a jamais là c'est hyper récent, on parle du postpartum, tout ça, mais c'est hyper récent, c'est ça. Et déjà moi il y a 3 ans, on n'en parlait pas, c'est vraiment très récent. Et d'une certaine manière je le comprends parce que c'est pas très glamour, clairement personne n'a envie d'entendre ça, et en plus ça peut peut-être rebuter certaines personnes parce qu'il y a aussi la notion de peur, je pense, quand tu t'as pas envie de devenir parent. Moi il y a aussi une notion de peur, c'est-à-dire que ça m'angoisse totalement même si je comprends le process biologique, je veux dire, bien sûr. mais je n'arrive pas à concevoir qu'il puisse y avoir un enfant dans mon ventre et qu'il va sortir par voie basse. Je ne le comprends pas et ça m'angoisse totalement. Genre c'est vraiment, tu vois, on parlait du déni de grossesse, moi c'est ma plus grosse peur, c'est faire un déni de grossesse, quoi. Je sais pas comment je réagirais, mais c'est mon angoisse ultime. Et c'est vrai que rien que pour ça, maintenant je me dis peut-être la stérilisation, peut-être un jour j'y penserai, quoi, parce que j'ai pas envie de vivre avec cette angoisse toute ma vie, en fait. Je trouve ça horrible. Ouais, c'est clair. Même si là la question ne se pose pas vu que mon mari a fait ça pour nous, tu vois, mais d'une manière générale, je sais que moi je suis a priori fertile et c'est horrible. Et je pense qu'effectivement, même si c'est dur à entendre et que quand tu dis ce genre de phrase, je suis fertile et je trouve ça horrible, les gens te disent quoi? Mais tu penses pas aux femmes stériles et tout? Mais ça n'a rien à voir, en fait. C'est qu'on vit tous différemment. Mais c'est ça. Si sortir ce genre de phrase, c'est un non-sens. C'est inutile, ça sert à rien du tout. Oui. C'est comme si on te disait quand tu vas dans le supermarché que tu choisis entre 2 marques de pâtes, mais t'as le luxe de choisir entre 2 marques de pâtes. Tu penses à ceux qui n'ont pas ce luxe-là? Non, en fait. Non, mais c'est ça. Mais dans mon livre, je crois que j'ai écrit une phrase comme ça. C'est par exemple, moi, si je mange de la pâte à tartiner alors que quelqu'un est allergique aux noisettes, tu crois que, c'est pas, on s'en fout. Je veux dire, chacun sa vie, quoi. C'est complètement pour le coup, ça n'a aucun fondement. Et comme tu dis, c'est basé sur... je pense que c'est des personnes qui ont jamais eu l'occasion de se confronter à un autre avis sur la maternité. Et du coup, moi, ça me dérange pas d'être un peu une personne où les gens vont se dire « Ah, c'est bizarre, elle est pas normale. » Bah, tant mieux, parce qu'au moins, ça apporte des réflexions, tu vois. Et puis, tant mieux. Pour revenir sur cette phrase, je veux dire... avoir un enfant, ça changerait pas la vie des personnes infertiles, en fait. Bah non. C'est pas parce que toi tu aurais un enfant que d'un coup ils vont devenir fertiles. Je veux dire. Et pour le coup, c'est double peine parce que la personne stérile, elle le sera toujours, et moi qui suis fertile, j'aurai un enfant que j'ai pas voulu. C'est horrible, en fait. Ça ne règle aucun problème, comme tu dis. Non, ça crée des problèmes à tout le monde. Oui, voilà. Donc juste si on pouvait vivre notre vie. C'est ça. C'est aussi le truc de se dire, on peut pas gérer son corps en tant que femme. Ça rejoint un peu ce qu'on disait au début sur le côté public de la chose, mais c'est horrible de te dire, t'as un organe qui fait que tu peux donner la vie, ok, mais on a encore le droit de faire ce qu'on veut, quoi, tu vois, et c'est tellement pas admis, moi j'ai envie de le crier au monde entier, juste, on n'est pas obligé de, c'est pas parce qu'on peut faire les choses qu'on est obligé de le faire, quoi. C'est pas parce qu'on est bon en maths qu'on doit devenir ingénieur, on s'en fout, quoi, tu vois, c'est tellement... en fait, ce qui je trouve bizarre, c'est que, tu vois, les êtres humains, on est tous différents, on est bientôt 8 milliards, il n'y en a pas un qui se ressemble. Comment tu veux créer des normes pour qu'on se fonde tous dans un même moule et dans un même style de vie, alors que ça peut très bien ne pas convenir à la plupart des gens, tu vois. Complètement. Et on le fait quand même parce que, convention sociale, parce qu'on a peur du regard des autres, parce qu'on vit dans une société où, en gros, il faut être bien sous tout rapport, et que quand t'es marginal, t'es mal vu, c'est horrible, quoi. Ouais, complètement. Tu parlais justement de ton mari et du corps des femmes. Est-ce que ton mari communique sur le fait qu'il a eu une vasectomie ? Pas du tout. Pas du tout. Et je veux dire, est-ce qu'il a des réactions quand il en parle de ça? Parce que tu parlais du corps des femmes et de l'injonction et on est dans le domaine public. Mais alors du côté des hommes,
Est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'il a des commentaires genre « Ah, mais tu es une horrible personne d'avoir fait ça, tu penses à ta femme », enfin ce genre de choses? Alors ça, non. Bizarrement, c'est vrai qu'il ne reçoit pas trop de ce genre de messages. Alors que si on compare nos deux cheminements de vie, moi je revendique juste le fait de ne pas vouloir d'enfant, et lui il a fait quelque chose, donc, comme on disait tout à l'heure, de pas définitif, mais considéré comme tel. Et pour le coup, si on est à deux et qu'on est dans ce genre de conversation, c'est vers moi qu'on va se tourner. Parce que c'est moi la femme, tu vois. Et lui, les seuls questionnements qu'il a eu, c'est par rapport à ses amis, des amis masculins avec qui il a discuté, c'est plus, c'est clairement une question entre mecs, tu vois, genre. Et du coup, tu peux encore border, tu peux encore éjaculer, enfin, des choses qui montrent que là encore, il y a beaucoup de désinformation et de manque d'information à ce sujet, c'est que les gens comprennent pas ce que c'est la vasectomie, hein. C'est pas une émasculation, hein, tout va bien. C'est juste couper 2 canaux et ça, c'est tout. Et ça ne change rien à une quelconque vie sexuelle ou à un quelconque fonctionnement biologique de l'appareil génital humain, masculin. Et du coup, c'est vraiment lié que à ça, quoi. La plupart des réactions qu'il a eues, c'est ça. C'est que ça. Ah oui. D'accord. Du coup, ça fait quoi et tout. Et t'as eu mal, hein. Et il est là, non, ça fait pas mal en fait. Ouais, c'est le côté vraiment émasculation, plus que... Ouais, côté virilité un peu, quoi. Parce que ça touche un peu à sa virilité et c'est un peu ça que les hommes en retirent. Et je pense qu'il a pas eu... Enfin, il a eu des réactions de femmes, mais là aussi c'était des questions assez terre à terre, tu vois, alors, comment ça s'est passé et tout ça. Mais jamais de se dire... il y a peut-être quelqu'un qui lui a dit une fois, mais tu sais que c'est définitif, ben... Oui, et c'est vrai qu'à l'inverse, quand on te dit... Parce que moi, on m'a toujours dit ça, enfin... imagine si tu te fais stériliser, c'est définitif. Bah, et donc un enfant, ça ne l'est pas. Enfin, je veux dire. Non, mais complètement. Non, mais c'est quoi ça non Du coup, l'enfant, si j'en veux plus, je le jette ou enfin non, bah non, on le garde en fait. C'est la même chose quoi. C'est ça. C'est aussi définitif que de faire un enfant et encore plus parce que et j'ai envie de dire moins parce que il y a moins de bouleversements dans nos vies. Enfin, je veux dire. Certes, on va peut-être le regretter un jour, peut-être que lui il le regrettera, bah tant pis, je veux dire, il aura assumé à cet instant T, mais tu vas pas vivre dans le questionnement, te dire peut-être qu'à 50, 60 ans, je vais le regretter, enfin, c'est horrible. Il faudrait qu'on vive jusque-là. Ouais. C'est qui plombe l'ambiance. Non mais déjà, faudrait vivre jusque-là. Hein. Voilà. Non mais c'est vrai qu'à l'inverse, on dit jamais ça à des parents, parce que ça paraîtrait trop violent, mais moi il y a plein de fois où je rêve de dire ça à des parents. Mais toi, c'est définitif aussi. Tu te rends compte, t'en as pour toute ta vie. Jusqu'à ton dernier souffle, tu vas te préoccuper pour tes enfants. C'est normal. Mais c'est ça. Comme ça. Et puis, il y a tellement de facteurs. Bon, après, c'est des choses que tu te demandes pas quand tu veux des enfants parce que clairement, t'es sur un souffle de vie et t'as pas envie de te poser ça. Mais en fait, tu peux avoir envie d'un enfant à un moment, mais tu sais pas de quoi demain sera fait, en fait. Clair. Tu sais pas... Et c'est peut-être, attention, âme sensible, attention, mais peut-être que dans 2 ans tu vas tomber malade, ou peut-être que tu vas avoir un accident, et tu vois, il peut se passer plein de choses en fait, et tu seras peut-être pas là pour ton enfant en fait, t'en sais rien. Ouais, c'est sûr. T'en sais rien. Et t'as raison sur le côté définitif, enfin, c'est quand même une telle responsabilité, Bien et sûr. en même temps c'est définitif, mais si toi tu le regrettes dans 30 ans, ça touche que toi. Alors que si toi tu le regrettes à la seconde où ton enfant est sorti de ton utérus, ça touche pas que toi. Et ça va conditionner certainement sa manière de grandir. Comme on disait tout à l'heure, les sentiments, même si tu les refoules et que tu essayes de pas montrer à ton enfant que tu le regrettes, je pense qu'à un moment, ça peut peut-être transparaître. Et en même temps, je vais peser mes mots pas. Je vais dire en même temps, c'est pas grave, parce que je pense que c'est bien qu'il y ait des personnes, ça se fait un peu maintenant. Je sais pas si t'as entendu parler du livre Le regret d'être mère. Non. Passionnant, trop bien. Donc ça vient un petit peu plus justement de parler de cette notion de regret. C'est pas pour autant que tu vas mal t'occuper de ton enfant, mais au moins ça permet de lever un peu, encore une fois, ce gros tabou de on peut pas regretter un enfant, on peut pas ne pas vouloir d'enfant parce que on veut tous des enfants. Et ce livre, il est vrai, enfin, même si tu veux des enfants ou pas, je trouve que c'est une super lecture à avoir parce que ça ouvre un horizon et ça ouvre des champs de réflexion qui sont encore vachement inconnus. Et donc en fait, c'est une Israélienne qui a interviewé entre 35 et 40 femmes en Israël qui disent... Ah mais si, j'en ai entendu parler, sur ton compte je crois. Peut-être, oui, j'en ai parlé un petit peu, et qui disent, moi j'ai des enfants, parfois leurs enfants ils ont 1 an, parfois ils en ont 30, ils en ont 40, parfois elles sont grand-mères, et elles disent, je regrette, si j'avais pu ne pas le faire, je l'aurais pas fait. Et il y en a 2-3 qui disent, en fait, à l'époque, je savais pas que j'avais le choix. Et ça m'a tellement marqué. Et je sais que c'est aussi pour ça que je continue à en parler et que j'ai envie d'étendre aussi ça, c'est que il faut expliquer qu'on a le choix
et que si tu ne le sens pas et que t'as pas cette fibre-là ou t'as pas cette envie pour ta vie, t'as le droit de dire non, je veux pas d'enfant, quoi. Ouais, complètement. Complètement. Mais je crois que c'est vraiment un sujet qui est encore... on parle pas beaucoup, et on en parle de plus en plus, des femmes qui ne veulent pas d'enfants ou des hommes qui ne veulent pas d'enfants. Mais le regret, je pense que c'est vraiment difficile de l'aborder parce que ça implique un enfant. C'est ça. Et qu'il faut vraiment... Et la nuance, selon l'âge de l'enfant, elle est vraiment très fine entre le regret d'être mère et le regret d'avoir cet enfant-là. Oui. Parce que tu sais... Bien sûr. Il y a, en tant qu'enfant, tu pourrais avoir ce revers de dire « Ah ben en fait, elle voudrait que je sois mort. » Enfin, tu vois, alors qu'en fait, la plupart du temps, les femmes qui regrettent d'être mères regrettent d'avoir ce statut mais ne regrettent pas leur enfant. Et c'est ça en fait qu'il faut réussir à différencier. Carrément. Et c'est vraiment difficile de trouver le mot parfait pour l'expliquer en fait. Et c'est exactement ce que Orna Donat, donc qui est l'autrice, explique dans son livre. C'est ça, c'est que elle arrive à mettre le doigt là-dessus. Dire, c'est pas que je déteste mes enfants. Enfin, toutes les femmes disent, je ne déteste pas mes enfants, je les adore et je ferai tout pour leur offrir la meilleure vie possible parce que c'est ma responsabilité. Ce que je regrette, c'est que je n'étais pas au courant que ça allait changer ma vie à ce point et que je ne suis pas faite pour être mère et que malheureusement, ça m'a donné ce statut de mère en m'enlevant mon statut de femme, ce qui est un risque aussi parce que ça peut arriver. Et encore une fois, c'est une question de féminisme et d'égalité entre les sexes qui est pas totalement admise. Et puis on n'est pas égalitaire aussi selon les pays d'où on vient. En plus. Oui, tout à fait. Selon l'environnement social, tout exactement. Ça. Oui, voilà. Même au-delà du pays. Même au-delà du pays, bien sûr. C'est sûr. C'est qu'on vit pas dans le même environnement et on n'a pas les mêmes informations. Enfin, on n'a pas le même accès, la même aisance financière. Enfin, plein de trucs. Il y a plein de choses. Aucune personne ne peut vivre la maternité ou la non-maternité de la même manière. Non, c'est clair, complètement. C'est sûr. Je suis d'accord. Et il a l'air trop bien ce livre, je vais lire. Par contre, j'avais lu un article il y a, je sais pas, 2-3 ans, sur... c'est pas Mademoiselle, c'est l'autre magazine là, qui était créé pour les aides, sur Rocky. Ah ouais. Okay. C'est un magazine féminin en ligne pour les adultes, donc qui s'adresse à des personnes plus âgées que Mademoiselle. Et il y avait justement une femme qui témoignait sur ça, sur le fait qu'en fait elle avait eu un enfant mais qu'elle regrettait d'être mère et elle mettait bien la nuance entre le fait de regretter d'être mère et d'aimer son enfant parce qu'en fait tu l'aimes ton enfant. C'est ça. La plupart des femmes aiment leurs enfants, même si elles regrettent d'être mères. Bien sûr, c'est ça. Ouais, complètement. Et je pense que, comme tu dis, c'est important de faire cette nuance parce qu'il y a des gens qui vont dire « Ah, mais elles sont inhumaines, comment tu peux dire ça ?» Ben, tu peux dire ça parce que c'est pas ancré, c'est pas figé. Mais c'est le souvenir d'une vie avant d'être maman parce que... je vais me répéter, mais parce qu'encore une fois, c'est lié aux inégalités qu'il y a entre les sexes et que si on était sur une société qui n'est pas sexiste et qui n'est pas patriarcale, certainement qu'il y aurait peut-être moins de personnes qui regrettent ça parce qu'elles le vivraient différemment. Mais ouais, c'est très intéressant et je pense que c'est important d'avoir cette notion-là, de se dire en fait tout est possible, quoi. Il n'y a pas d'injonction il n'y a pas un cheminement de vie et il n'y a pas de jugement à porter en plus sur ces personnes qui disent moi je regrette, quoi. Ou de jugement à porter sur des personnes comme moi qui disent je veux pas d'enfant. Enfin, ça regarde que nous finalement. Bien sûr. C'est ça, quoi. C'est ça. Tu reçois beaucoup de témoignages sur Instagram? Ouais, pas mal, hein. Par semaine, je dois en recevoir 5-6 quand même. Ouais. Donc, je les poste pas forcément tous parce qu'il y en a beaucoup qui se ressemblent. Parce que, bien sûr. Mine de rien, il y a quand même un truc, je pense que quand tu es child-free, du coup, on reçoit tous les mêmes phrases et les mêmes insultes parfois. C'est vraiment le top 5, c'est genre, donc, t'es vu comme égoïste, il faut aller voir un psy, tu vas vieillir seul, ça c'est... mais parce que bien sûr, quand on a des enfants, on vieillit pas seul. On avait cette discussion l'autre jour où tu me disais que les EHPAD sont pleins de gens qui ont des enfents et qui meurent seuls finalement. Bah oui, ça c'est encore une fois, c'est un argument que j'ai jamais compris parce que moi souvent maintenant j'ose carrément le répondre, va dans un EHPAD d'une journée, tu vas voir que malheureusement tu as des risques de vieillir seul et de mourir seul, même si tu as des enfants. Ouais, complètement. C'est ça, quoi. Et après t'as le truc aussi, donc qu'est-ce qu'on nous dit, qu'on est immature, tout ça, et c'est vrai que du coup dans les témoignages que je reçois, ça se ressemble pas mal. Donc j'essaye de varier, en tout cas de montrer une diversité dans les retours, mais c'est hallucinant, enfin... Et je me dis, d'une certaine manière, à chaque fois que j'en publie un, il y a toujours plein de gens qui viennent m'écrire après « Merci, ça fait trop du bien, on se sent vraiment beaucoup moins seul, on a l'impression qu'on est plus légitime. D'une part parce que on n'est pas la seule personne à penser ça, et c'est vrai que je pense que le truc le plus dangereux, c'est d'être dans son coin, de pas parler de ça, et de se dire, imagine dans ton entourage, t'as aucune autre personne qui veut pas d'enfant, tu te dis, j'ai forcément un pet au casque, tu vois. Non mais complètement. C'est j'adore cette expression. C'est très longtemps que je l'avais pas entendu dire.
Moi aussi, je crois que c'est ma mère qui a dû la dire il y a pas longtemps. Ouais, c'est ça. Je pense que ma mère aussi dit ça. Mais c'est vrai, tu vois, et je pense que du coup, le fait de créer des petites communautés comme ça, d'échanges, ça aide beaucoup. Et quand je vois tous les commentaires en dessous de chaque témoignage, je me dis, c'est cool de faire ça parce que c'est beaucoup de, courage à toi, on te soutient, et si tu veux discuter, écris-moi et tout. Enfin, trop cool, quoi. Ouais. C'est vraiment génial. Et c'est quoi la suite alors, ce que tu envisages, tes objectifs sur ton compte Instagram? Et tu disais que tu écrivais un deuxième essai. Ouais. Est-ce que c'est toujours autour de ces sujets-là ou pas? Alors, pour le deuxième essai, c'est pas du tout sur ce sujet-là, mais en fait, ça traite toujours des femmes puisque ça va parler des menstruations. D'accord. Et vaste sujet. Ouais, vaste sujet, exactement. Parce que j'ai aussi découvert qu'il y avait beaucoup de non-dits, beaucoup de tabous et beaucoup d'idées reçues et de désinformation sur le sujet. Ouais. Et donc, je me suis attaquée à ça il y a 3 mois, donc là, c'est bien en cours. Ouais, c'est chouette. Ouais, c'est passionnant. Mais moi, c'est un de mes nombreux combats aussi. En plus, t'es maman d'une petite fille, alors j'imagine que tu... Alors, et ça, pour le coup, je sais que ça choque, avec des guillemets, certaines personnes, parce qu'en fait, j'ai jamais eu aucun tabou avec ma fille. Trop bien. Alors, attention, je vais vous raconter une anecdote. Il y a 2 semaines, je vais chez le dentiste avec ma fille. Et comme elle a vu personne pendant 2 mois, si tu veux, elle parle à tout le monde. Elle raconte sa vie et tout. Et on allait chez le dentiste parce qu'elle a fait une chute, donc elle est tombée sur les dents. Elle raconte la chute. Oui, j'étais chez tonton et ma reine, je suis tombée, tout ça. Mais vraiment, je suis tombée, j'ai glissé, j'étais en chaussettes sur le carrelage. Et maman, ça fait longtemps qu'elle a pas eu ses règles. Mais ça n'a absolument rien à voir, hein. Mais elle met sur ça. Et maman, ça fait longtemps qu'elle a pas eu ses règles. Et le dentiste, elle fait tiens, un moment gênant. Oh, oui, c'est vrai que c'était gênant. J'étais contente d'avoir un masque comme ça, vous voyez pas, je rougissais. Mais en fait, pourquoi je raconte cette anecdote, c'est parce qu'en fait, à la maison, les règles, c'est quelque chose de normal. Okay. C'est pas quelque chose qu'on cache. On l'a jamais caché. Quand j'ai raconté cette anecdote à mon père, il m'a répondu, ouais, enfin quand même, il y a des sujets que vous devriez peut-être pas aborder. Alors moi je ne suis pas d'accord avec ça parce que ma fille est une future femme. Oui, à un moment elle va avoir ses règles. Et elle aura ses règles. Et je veux pas qu'elle panique en voyant du sang dans sa culotte un matin quand elle se lèvera ou peu importe au moment où ça arrivera. Je veux qu'elle sache que c'est normal, mais je veux aussi qu'elle sache que c'est pas anodin. Ouais. Que c'est pas juste j'ai quelques gouttes de sang qui tombent dans ma culotte et basta. Je veux qu'elle comprenne ce que ça englobe. Alors à la maison sur le frigo, on a une feuille avec un rond qui explique le cycle menstruel. Ah, trop bien. Okay. Avec les 4 phases du cycle. Donc je mets un aimant et je bouge l'aimant selon les phases sur lesquelles je suis. Okay. Parce que mon cycle menstruel a énormément d'influence sur moi. Bien sûr. Quand je suis en SPM, ce qui est le cas en ce moment, j'ai besoin qu'il... C'est ça qui est désagréable. Ouais, c'est ça. Je suis vraiment désagréable aujourd'hui. C'était vraiment le jour pour enregistrer ce podcast. Non, mais en fait, il y a tellement d'incidences et mon mec me dit tout le temps, non, mais de toute façon, nous, on a envie de se séparer 1 semaine par mois. Et c'est vrai. C'est ça. Ouais. C'est vrai, j'imagine une semaine par mois ma vie de mère célibataire, tu vois. Mais alors que je l'aime très fort, mais c'est comme ça, j'y peux rien. C'est comme ça. C'est comme ça. Ouais. Et ma fille le sait. Okay. Et c'est important. Chouette, hein. Elle a 3 ans, mais c'est important. Et aussi, pourquoi je tiens à lui expliquer ça, c'est que, comme tout enfant et comme tout parent qui écoutera ce podcast, vous allez vous reconnaître, vous n'allez plus jamais aux toilettes seul quand vous avez un enfant. Plus jamais. Et je vais pas fermer à clé 1 semaine par mois. D'accord, bah oui. Donc elle entre dans les toilettes et elle voit du sang dans ma culotte. Et si je lui explique pas ce que c'est, elle va flipper. Bien sûr. Parce qu'en fait, le sang c'est quoi? C'est blessé, elle va mourir, ça va être horrible. Alors qu'en fait, non, c'est juste quelque chose de naturel. Donc pour moi, ça a toujours été plein de sens de lui expliquer que oui, les femmes ont leurs règles et qu'un jour, quand elle sera... Je vais pas dire adulte parce que c'est pas vrai, ce sera pas quand elle sera adulte, mais quand elle sera plus grande, ça lui arrivera aussi. Et que, elle peut toujours venir m'en parler. Ouais. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que souvent, elle vient me voir et fait ça sent les règles. Génial. L'odeur spécifique derrière. Eh oui. Ouais. Elle a déjà pisté, quoi. Et quand elle me dit ça, généralement, je suis en SPM. Ouais. C'est fou, quoi. Mais pourquoi? Mais c'est juste la communication qui fait ça. Et je sais que ça choque. Elle comprend déjà certains trucs. Certaines personnes de ça, mais je vais pas lui cacher le fonctionnement de son corps humain. C'est bien sûr que cette partie-là est pas encore active chez elle. Ça n'empêche qu'elle a un utérus. Bah oui. Qu'elle a un vagin. Et qu'il y a un moment, si moi je lui explique pas comment ça fonctionne, qui va le faire? Oui, c'est pas à l'école qu'on va t'expliquer ça. Parce que non, voilà. Les cours qu'on est censé avoir sur justement le cycle menstruel, je mets au défi certaines personnes de se rappeler vraiment en détail ce qu'ils ont eu comme cours, et à mon avis c'était survolé.
Moi, j'ai un vague souvenir du cycle, effectivement, mais c'est survolé. Je me souviens pas. Très honnêtement, je me souviens pas. C'est survolé. Et en fait, tu vois, c'est con, mais j'ai dit ça n'a rien à voir, mais en fait, ça a aussi un rapport. Bien sûr que ça a un rapport. Parce que finalement, il y a un truc que je prône aussi, c'est que c'est la responsabilité des parents. Tu sais, ce qu'on disait sur le fait de... ton enfant, c'est pas ta propriété, mais t'as aussi un devoir, justement, d'éducation qui... Alors là, on peut aller sur des théories qui touchent la limite de l'éthique et je ne sais quoi, de la morale, ok, mais pour moi, tout le monde n'est pas fait pour être parent. Et il y a des gens, franchement, qui sont dans une irresponsabilité totale. Par exemple, sur ce genre de sujet, juste, il faut prendre ses responsabilités, surtout, en fait, juste de préparer tes enfants à la vraie vie, quoi. Ouais, non, mais c'est ça. Et punaise, je trouve ça génial que tu fasses ça. Et je sais que justement, j'ai donné une conférence, en fait, pendant le confinement, sur les règles avec une collègue qui est... Enfin, une amie qui est sexologue, pardon. Et c'est vrai qu'à la fin, il y a eu une phase de questions-réponses. Et il y a une maman qui dit, moi, j'ai un fils de 8 ans. Et en fait, je me sens un peu mal à l'aise, tu vois, quand j'ai mes règles, j'ai pas trop envie de lui montrer, je sais pas comment faire. Alors que j'aimerais qu'il sache, parce que j'ai envie qu'il devienne un garçon responsable qui se sent concerné par les règles de sa copine s'il a une copine. Ouais. Et j'étais là, mais j'aimerais tellement que tous les parents soient comme ça. Et du coup, on discutait, on disait comment tu peux amener ça, tout ça. Et c'est vrai que du coup, c'est une problématique qu'elle a. Elle se dit, j'ai envie que mon fils sache ce que c'est les règles, sache ce que c'est un tampon, sache ce que c'est le syndrome prémenstruel, sache ce que c'est l'endométriose. Si il est hétéro et que sa copine, elle a de l'endométriose, qui est pas du coup improbable, vu qu'il y a plein de femmes qui l'ont. C'est génial, et j'ai trouvé ça tellement responsable. Tu vois, encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, je suis pas antinataliste, mais je suis pour une vraie parentalité qui englobe toutes ces responsabilités. Et après, voilà, tout le monde n'est pas en mesure de le faire, parce que déjà, il y a plein de parents qui sont même pas eux-mêmes informés sur comment ça marche, ça. Mais quand tu l'as, faut pas reproduire ces mêmes schémas de tabous et trucs comme ça, parce que ça mène à des gros problèmes de désinformation. Mais complètement, mais en même temps, c'est hyper lié, parce que l'utérus, mine de rien, est l'appareil reproducteur. Et en fait, c'est ce qui explique... Si tu expliques les règles, tu expliques le fonctionnement de ton utérus, de ton corps, et en fait de la fertilité, de l'infertilité, de plein de choses comme ça. J'en suis pas encore là avec ma fille parce qu'elle a 3 ans, il y a un moment il faut être réaliste, on n'en est pas là. C'est sûr. Laisse-lui un peu le temps, elle aura largement. Mais c'est ça, mais ceci dit, le cycle menstruel est quelque chose qu'on vit en famille. Et que ce soit elle comme mon mec en fait. Bien sûr. Que c'est quelque chose qu'il a intégré, qu'il sait aussi très bien. Bon, par contre, il angoisse déjà au fait qu'on puisse avoir 2 SPM à la maison un jour. Non, mais comment je vais faire ? Ça va être l'enfer. Je vais partir au campus pendant 2 semaines, je vais me ressourcer. Parce que t'imagines si c'est même pas en même temps, comment je vais faire ? Ça va être l'enfer. Donc voilà, mais en même temps, il en a conscience et c'est important parce que combien de femmes souffrent de ça en silence ? Oui. C'est fou. Parce que, il y a une différence. Il y a une différence entre les hommes et les femmes, on fonctionne pas de la même façon, on n'a pas la même productivité tout le temps. Les femmes ont une nature cyclique qui dure sur 4 temps, comme les 4 saisons, comme la lune, c'est tout ça. Ouais. C'est des choses essentielles. Et alors que généralement les règles dans une société patriarcale sont reléguées au... Tu sais, comme quand t'es un petit peu de mauvaise humeur, t'as tes règles, tu vois, comme quelque chose de très négatif. Alors qu'en fait, les règles, c'est pas quelque chose de négatif du tout. Mais vraiment pas du tout. Moi, je le vois pas. Le SPM, je le vois comme quelque chose de négatif. C'est clair. Moi, les règles, c'est libérer, délivrer. Si tu veux, moi, j'attends que ça. C'est vrai oui, parce que moi, le jour où j'ai mes règles, j'ai plus de SPM. D'accord. J'ai plus rien, j'ai plus de douleur, j'ai plus de... génial, quoi. Trop cool. Mais je sais que je suis chanceuse de pas avoir de douleur sur mes règles. Ça, je sais bien que c'est une grande chance. Mais par contre, avant, c'est l'enfer. D'accord. C'est l'enfer sur Terre. Mais chaque femme est différente. Et ça encore, ça change au fil du temps. Parce que ce que je te dis là aujourd'hui, ça tombe dans 5 ans, ce sera plus vrai. Parce que ça, c'est nouveau, non, ça fait... Très honnêtement, je pense que c'est depuis que j'ai eu ma fille, et que mon cycle a repris. D'accord. Plus le temps passe, plus le SPM va crescendo. Ok. Et avant, j'ai appris ça aussi, qu'effectivement, le cycle n'était pas du tout le même à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans. C'est fou, quoi. Non, tout change. C'est fou, Et j'ai discuté de ça ce week-end avec ma mère, justement, qui est ménopausée, et je lui posais la question, parce qu'elle m'avoue maintenant, alors qu'elle m'en a jamais parlé avant, qu'elle a toujours eu un SPM hyper prononcé, avec migraine, avec machin, et elle m'en a jamais parlé avant, c'est parce que moi j'ai commencé à lui en parler. Et c'est vrai on parle pas de ça. Non, alors que c'est ma mère. Je pense qu'on l'a intégré nous-mêmes, que c'était sale, que c'était un peu tabou, c'est bizarre, quoi. Et elle me disait que justement la ménopause, c'est encore une autre phase du cycle. Il faut aussi aller voir un gynéco à la ménopause ou une sage-femme. Je vous invite à écouter l'épisode 25 avec Charline. On parle de ça justement, qui est une sage-femme.
Elle me disait que la ménopause c'est encore autre chose parce que elle a plus ces syndromes-là prémenstruels parce qu'il y a plus de menstruation. Ouais. Mais il y a, parce que tu vois, on te fait tout un foin sur la ménopause, genre ça va être horrible, bouffée de chaleur, machin. Mais en fait, la vérité c'est que tout ça tu le vis aussi avant. Oui, c'est ça, ouais. Et c'est pas vrai, c'est juste une autre phase en fait. Voilà, c'est ça. Moi, ma mère elle m'a dit ma ménopause c'est super bien passé. Ouais. Ma mère aussi. Mais ouais, non, tout ça pour te dire que moi je pense que vraiment tout ce qui a un trait aux menstruations a un lien direct avec la parentalité. C'est évident. Bah oui, c'est ça, ouais, c'est vrai. Et je pense que d'une manière générale, il faut vraiment que les parents englobent plus ces problématiques-là. Et c'est vrai que je pense que plus on en parle et plus ça va être naturel. Enfin, tu vois, je rebondis aussi, ça me fait penser à ça parce que j'en ai encore parlé dimanche dans un repas de famille. Ouais. Je sais pas si tu as sûrement vu la polémique qu'il y a eu sur la publicité Viva la vulva de Nana. Oui. Ouais, bien sûr. C'est celle qui a été présentée aux Oscars, c'est ça ? Ou pas aux Oscars, mais peut-être. En fait, c'est une pub qui a été présentée, pas pendant les Oscars, mais tu sais, à la coupure pub. Ouais. Je sais pas si c'est aux Oscars ou une autre cérémonie américaine, et qui avait hyper fait polémique parce que c'était un truc dégueulasse. En fait, je crois qu'elle est partie de là, la polémique. Ok, d'accord. Ouais. Oui, c'est possible. Et c'est vrai que moi, ça m'a choquée parce que, encore à mon repas de dimanche, il y a la plupart des hommes, mon père compris, étaient là, c'est dégueulasse et tout. Enfin, et avec toutes les femmes de la famille, étaient là, en fait, il y a quoi de dégueulasse ? C'est-à-dire que, en gros, imagine, il y a la pub après le JT de 20h30, et à 20h50, on va te passer 300 ou n'importe quel film d'horreur, mais méga sanglant. Là, ça choque personne, tu vois. Ouais. Parce qu'il y a du sang partout et que c'est méga violent. Mais dès que ça sort du vagin d'une femme, attention, oulala. Ouais, carrément. T'es là, et je comprends pas les trucs qu'il y a eu, et je pense que c'est vraiment une question d'éducation, c'est que c'est aussi de la faute peut-être globale des femmes et des parents en général, c'est qu'on a oublié d'englober les hommes dans les menstruations. Ouais, et c'est un gros chapitre du livre en fait, justement, c'est de parler de pourquoi les hommes ont leur place dans la menstruation, et c'est pas antiféministe de dire ça, c'est pas un sujet féminin, c'est un sujet, tout le monde doit être au courant, tout le monde doit savoir comment ça marche, et personne doit être dégoûté par ça, quoi. Non, et puis en fait, au final, quand ils pensent, le début de l'égalité, et encore une fois, tu vas en parler de congé paternité, mais c'est aussi ça, c'est d'englober les hommes dans les problèmes dits féminins. Parce que finalement, tu parles de menstruation, mais tu vois, par exemple, autre sujet, mais qui a un lien avec la parentalité, l'allaitement maternel, on te dit, pour te dissuader d'allaiter ton enfant, que mais le papa il fera pas partie de ça. Alors qu'en fait, pour l'avoir vécu et pour entendre d'autres témoignages, la clé d'un allaitement maternel réussi, c'est le partenaire. Ah ouais, d'accord. Ouais. Oui, parce qu'en fait, pendant que toi tu allaites, pendant que la femme allaite, tu fais pas les autres choses, ça te demande tellement d'énergie, tellement de choses dans ton corps, tu produis juste la nourriture de ton enfant. Il y a un moment où tu dis ça, ah oui, donc c'est toi qui permets à ton enfant de survivre. Oui, c'est ça. Donc clair, ça demande de l'énergie. J'avoue. Mais sans le troisième membre de la famille, donc sans le deuxième parent, qui est majoritairement les hommes, même si c'est pas toujours le cas. Sans cette personne-là, ton allaitement foire, et ça veut pas dire que tu éloignes ton enfant de son papa, ça n'a rien à voir en fait. C'est juste clair. Encore une fois, englober et faire une équipe. Il n'y a pas les hommes d'un côté et les femmes de l'autre en fait. Tout à fait. Les problématiques des hommes peuvent aussi être les problématiques des femmes, et les problématiques des femmes peuvent être aussi les problématiques des hommes en fait. C'est clair. Tout ça se réfléchit ensemble. Vouloir un enfant, ça se réfléchit ensemble. Ouais. C'est pas clair. Juste un qui décide de pas en vouloir et l'autre qui décide. Parce que tu vois, tout à l'heure on évoquait justement le sujet dans un couple, quand il y en a un qui veut des enfants et l'autre qui en veut pas, souvent c'est celui qui en veut qui prime. Ouais. C'est vrai. C'est ça. Bah oui. C'est qu'il y en a un qui l'a vu comme plus normal. C'est ça. Il y en a un qui fait plaisir à l'autre. Alors qu'en fait, non, ça marche pas comme ça. C'est clair. C'est quelque chose qu'on veut ensemble. Ouais. Parce que dans tous les cas, en même temps, souvent, si t'as un désir comme ça et que tu fais pour faire plaisir, il y a un moment où ça va péter. C'est clair. Ça peut pas marcher. Bah oui, ça peut pas marcher. Ouais, moi c'est vrai que quand j'ai reçu des témoignages comme ça, de se dire moi j'en veux pas, mon copain il en veut, ou inversement, même si c'est plus des femmes qui viennent m'écrire, les gens me demandent conseil, et j'ai pas de conseil à donner parce que c'est compliqué. Mais c'est vrai que moi, de base, j'ai envie de dire, mais déjà t'as pas de forcer, t'as pas à changer d'avis pour quelqu'un d'autre, surtout sur un sujet aussi grave et aussi responsabilisant que ça. Mais du coup, c'est vrai qu'a priori ça peut mettre une fin au couple, tu vois. Ou alors t'as d'autres manières de penser le couple aussi, pourquoi pas. Et là je pense que c'est un peu avant-gardiste, tu vois, mais pourquoi pas. Mais c'est vrai que c'est pas puis c'est surtout que la personne qui veut des enfants, on lui demande pas de changer d'avis en fait. Ben non, tu vois. C'est clair.
Bah oui, parce que tu vas le priver de quelque chose, ben oui, et à l'inverse aussi. Et à l'inverse aussi, en fait. Et c'est ça qu'il faut... Tu vas me priver de mon choix de vie et du coup de ma vie sans enfant. Ouais. Non, mais complètement. C'est ça. Complètement. Donc finalement, le résumé de tout ça, c'est que on a tous le choix, en fait. Et c'est aussi important, le choix d'avoir des enfants est aussi important que le choix de ne pas en avoir. Tout à fait, ouais. C'est sur un même pied d'égalité et tout devrait s'entendre, en fait. C'est ça. Et c'est vrai que du coup, c'est aussi d'où le fait de créer ce type de compte Instagram, etc., pour montrer la diversité des chemins de vie, parce que je pense que c'est pas sain d'avoir une seule norme avec, tu vois, les échelons de vie en mode tu dois faire des études, à 25 ans tu dois avoir un CDI, 30 ans tu dois... Ce qui sont des choses... Quand je dis ça, je veux que les gens soient bien clairs, je ne dénigre pas du tout ça, hein. Enfin, c'est très clair. Hein. C'est pas du tout ça que je dénigre le fait que on a décidé que c'était la norme et que c'était la clé du bonheur pour tout le monde. Il faut juste tolérer que le bonheur, il est 10 milliards de facettes différentes et 10 milliards de moyens différents de l'obtenir et d'y arriver. Et de tolérer ça, parce que le fait de pas vouloir d'enfant n'influe pas ta vie. Par exemple, si moi je dis je veux pas d'enfant, ça change rien. Enfin, non, si ça t'étais change pas rien à ma vie, en effet. On est d'accord. Absolument pas. Même si t'étais pas d'accord, tu me dis je comprends pas. Enfin, non, ça change rien à ma vie. Enfin, ça change rien. Et puis tu vois, ce que je suis en train de me dire, c'est que la conversation qu'on vient d'avoir, je l'aurais jamais eu avec quelqu'un qui a un enfant. Parce que je lui aurais jamais demandé pourquoi tu veux un enfant, et tes parents ils ont réagi comment quand tu leur as dit que tu voulais un enfant. Enfin, j'aurais jamais dit ça. Et ton mec, comment il a réagi quand tu lui as dit que tu voulais un enfant, tu vois, c'est alors que pour le coup, je pense que ça peut être sain de poser ce genre de questions. Bien sûr. Mais pas en étant virulent ou en voulant essayer de titiller, de trouver la faille, tu vois. Pas ça, mais juste pourquoi tu veux un enfant, tu vois, ça peut être aussi positif comme question. Ça peut être hyper intéressant d'ailleurs si vous écoutez ça et que vous avez envie de faire le même type d'interview que ce que je viens de faire avec Bettina, mais version parents, version j'ai un enfant et j'explique pourquoi je veux un enfant, parce que c'est vrai qu'en fait personne n'explique jamais pourquoi il veut un enfant. Carrément. Bon, après c'est difficile de l'expliquer, mais comme ça peut être aussi difficile d'expliquer que t'en veuilles pas, parce que tu vois, ton premier truc c'est ça me prend pas au trip et j'en ai pas envie. Et moi la première raison pour laquelle je te dirais que j'ai voulu un enfant, c'est qu'en fait je peux pas te l'expliquer parce que ça m'a pris au trip et que j'en ai eu envie. Voilà. En fait, c'est juste ça. Et après il y a d'autres raisons qui font que j'ai voulu un enfant, mais c'est ça la première raison. C'est fou, tu vois. C'est clair. Et c'est ok. Donc appel à témoins si vous voulez discuter, à faire comme une interview croisée comme ça, poser les mêmes questions à une femme qui a envie d'avoir des enfants et qui en a. C'est un plaisir. Parce que c'est vrai que c'est des questions qu'on pose pas, c'est un sujet qu'on questionne pas assez finalement. Et je pense que si on le questionne plus, ça permettra justement de redescendre le côté marginal du désir de pas être parent et de le mettre sur un pied d'égalité, comme tu disais, avec le désir d'être parent, quoi. Parce que ce serait juste deux choix de vie qui sont pas forcément, qui sont opposés certes, mais qui se valent et qui sont tous les deux légitimes, quoi. Ouais, complètement. Merci Bettina. Merci à toi. Si on veut te suivre, alors ça se passe du coup sur Instagram. Tout à fait. Sur le compte. Je ne veux pas d'enfant. Vous ne pouvez pas l'oublier. C'est très facile. Merci beaucoup. Et puis à très bientôt. Bah oui, merci. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que cet épisode t'a plu et j'en suis très contente. Si c'est le cas, file vite sur Apple Podcast pour mettre 5 étoiles et dire pourquoi tu écoutes Prenons un café. C'est hyper simple. Tu ouvres ton appli Apple Podcast sur ton iPhone, tu vas sur Prenons un café et tu descends tout en bas. Là, tu mets le nombre d'étoiles que tu souhaites, tu vas en mettre 5 bien sûr, et tu écris ce que tu veux dans la section avis. Par exemple, le 3 février 2022, Mademoiselle Lahaye écrivait « Des épisodes toujours très agréables à écouter et plein d'infos et de good vibes. Merci !» Merci à toi, Mademoiselle Lahaye. Je suis vraiment hyper touchée par ton message. Bon, et puis si tu n'as pas Apple Podcast, tu peux parler de Prenons un café autour de toi. Ce sera génialissime aussi. Et je t'en serai éternellement reconnaissante. Je te rappelle que tu es sur Prenons un café, le podcast qui parle des sujets de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je te retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. Abonne-toi à Prenons un café sur ton appli de podcast préféré pour ne rien manquer. D'ici là, prends bien soin de toi. Autour d'un café.